qui ont été déployés à certains endroits. J'ai entendu, comme beaucoup d'autres, la ministre, Madame Vidal, faire des déclarations confuses sur l'islamo-gauchisme qui gangrénerait, dit-elle, l'université. Je n'ai pas voulu signer une pétition qui demande la démission de la ministre, parce que je pense que les choses se jouent au-dessus d'elle et non pas à son niveau. J'ai voulu l'interpeller, parce que je pense qu'elle a des responsabilités dans ce qui se passe. Il y a plusieurs choses dans le mot islamo-gauchiste. Il y a d'abord le mot lui-même, enfin, l'expression elle-même. Elle est assez malsaine, et je vais vous dire pourquoi. Elle est malsaine parce que islamo, ça ne veut pas dire islamismo, c'est islam. C'est donc tous les musulmans qui sont dans le collimateur de ceux qui dénoncent l'islamo-gauchisme. Ça, c'est très grave. Et donc, dilatation à partir de l'islamisme, dilatation à tous les musulmans. Premier morceau de cette expression. Et deuxièmement, gauchisme, ça a l'air de dire que c'est un problème de dérive d'une toute petite partie de la gauche, c'est juste le gauchisme. Or, en réalité, ceux qui attaquent l'islamo-gauchisme attaquent toute la gauche. Et donc là, c'est pas une dilatation, c'est le contraire. Donc, oui, c'est un artefact qui, à mon avis, est déjà en lui-même assez étrange. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment des lieux où la promotion de l'islam et la promotion des idées de gauche marchent ensemble à partir des uns ou des autres? Alors moi j'ai été regardé dans l'université, je ne vous parle pas d'ailleurs. C'est quand même extrêmement minoritaire, c'est quand même une petite chose. Je ne dis pas que c'est totalement inexistant, mais enfin, ça n'est quand même pas la grande affaire. Et donc, je pense que reprocher à l'université d'être, comme a dit la ministre, gangrénée, c'est quand même un mot lourd, gangrène. On naturalise les problèmes, on en fait une maladie. Bon, et appeler ça l'islamo-gauchisme, là je pense que c'est utiliser une mauvaise expression en elle-même pour dénoncer un problème qui n'existe pratiquement pas. Et donc, ça fait beaucoup. Quand en plus tout ceci s'accompagne comment dirais-je, d'orientation qui annonce une sorte de reprise en main des universités, donc une mise en cause des libertés académiques, un petit côté McCarthyiste que des intellectuels publics alimentent, là ça commence à faire vraiment beaucoup. Ceux qui n'y connaissent rien parlent des études postcoloniales comme si c'était la pire des abominations, ou d'ailleurs au contraire comme si c'était la plus belle chose au monde. La réalité, c'est que c'est compliqué, les études postcoloniales. Mais en France, elles ne sont pas si vivantes que ça, contrairement à ce qui se dit. Et donc je plaide non pas pour moins, mais pour plus de recherche en matière d'études postcoloniales, ou d'études décoloniales, c'est pas exactement la même chose. Donc je plaide aussi pour qu'on ne mélange pas tout, qu'on ne confonde pas tout, qu'on ne mette pas dans le même sac comme ça des gens très différents. Notre but, c'est que tous ceux qui vont dans un établissement scolaire puissent y aller tranquillement et tous ceux qui y enseignent, qui y travaillent, puissent exercer leur métier en toute sérénité. Nombre de chercheurs, en tout cas, s'intéressent à la notion d'intersectionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui cumule les discriminations, parce qu'elle est femme, de couleur, pauvre, handicapée, musulmane, enfin imaginez toutes les discriminations possibles qu'on puisse rencontrer dans un pays comme la France, eh bien cette personne, ce qu'elle vit, c'est plus que la simple addition des discriminations. Toutes ces discriminations font système entre elles. Et c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. L'idée n'est pas idiote. Mais cette idée, elle veut dire que ce qui relève du côté femme, gender, et ce qui relève du côté, appelons ça la couleur de peau, les Américains diraient race, race, ces choses-là sont mises à peu près au même niveau. Et puis ce qui relève de la pauvreté, des injustices sociales, également. Or, certains chercheurs, dans les post-colonial studies, disent la grande affaire, c'est la race. Le reste vient après, les secondaires. Donc, tous les chercheurs qui s'intéressent à participer de cette vie scientifique post-coloniale, les uns sont plutôt dans l'intersectionnalité où se croisent les discriminations, les autres disent non, priorité à la race. D'autres d'ailleurs disent priorité au gender, au thème des femmes. Donc vous voyez, tout ça c'est un univers compliqué, c'est un univers qui produit des choses élaborées, pas toujours, théorisées, pas toujours bien sûr, mais qui forment un ensemble vivant, contradictoire, et je trouve que nous avons à gagner à discuter entre nous, à l'intérieur d'un univers comme celui-là, mais aussi à l'intérieur de l'univers beaucoup plus large, que sont les questions de racisme, d'antisémitisme. Quels sont les plus ardents acteurs de polémique qui reposent sur autre chose que la connaissance du travail de recherche? Eh bien, ce sont ceux qui, du dehors de la vie académique, comme on dit, de la vie universitaire, ce sont ceux qui insistent pour dire « à bas les études postcoloniales, à bas l'intersectionnalité, à bas les études décoloniales, vive la République, une et indivisible », alors que d'ailleurs dans la Constitution, le mot « une » n'existe pas. Et donc, ces gens-là qui mettent en avant des thématiques de combat et se réclament des valeurs universelles. Bon. Très bien qu'on se réclame des valeurs universelles, mais si c'est pour dire qu'on ne veut pas de liberté académique, si c'est pour dire n'importe quoi sur le travail des uns et des autres, c'est très dangereux. Et donc, je pense que l'argument républicain ou universaliste, qui en soi est superbe, je pense que cet argument est manipulé avec des objectifs ou des orientations politiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le contenu de ce qui est en jeu. Nous devons nous respecter les uns les autres, il y a des orientations différentes, il y a des écoles de pensée. Nous devons reconstruire des débats qui manquent cruellement. Nous devons échanger des analyses, voir en quoi nos points de vue se rapprochent, s'opposent. Nous devons y réfléchir nationalement, nous devons aussi le faire
internationalement, mon idée en tout cas, c'est de contribuer à élever la capacité d'analyse de ceux qui travaillent dans ces domaines-là. En se disant que si nous élevons la capacité d'analyse des problèmes de racisme, etc., alors nous élèverons aussi la capacité d'action dans notre société, ou peut-être au-delà. Donc ce livre, je l'adresse à la ministre, que mes lecteurs n'aient aucune crainte, ça n'est pas une déclaration d'amour, c'est au contraire un geste impertinent pour dire que les propos qu'elle a tenus et les orientations qu'elle incarne méritent d'être fortement contestés.